Bienvenue au musée de Bretagne à Rennes, dans la section médiévale. Aliénor d'Aquitaine, ça vous dit quelque chose, non? En 1152, elle se marie à Henri II Plantagenet, dotant ainsi l'Angleterre du plus vaste empire qu'il n'avait eu jusqu'alors, s'étendant de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées. Si l'on connaît bien le rôle de la duchesse d'Aquitaine dans les rivalités entre la dynastie française des Capétiens et celle anglaise des Plantagenets, Constance de Bretagne est aussi un autre acteur clé dans les velléités territoriales des maisons royales ainsi que ducales. Contemporaine d'Aliénor, elle épouse même un de ses fils, Geoffroy Plantagenet. Cette union illustre l'instrumentalisation du mariage et de facto des liens de parenté afin de légitimer le pouvoir sur un territoire. Dans un contexte de mobilité et d'enracinement des nobles, les pratiques de succession se déploient par diverses stratégies qui mettent à l'épreuve la continuité du pouvoir, les indépendances ducales et les affirmations royales. Nous verrons en effet en quoi les stratégies matrimoniales des Plantagenets s'inscrivent dans une volonté d'annexion du duché de Bretagne, mais échouent à asseoir une domination durable. Et pour la visite qui nous concerne aujourd'hui, en quoi les trois mariages de Constance de Bretagne mettent-ils en lumière le statut dual des femmes nobles et la domination sociale par la filiation, en l'absence de judiciarisation des règles de succession et dans un contexte de patrimonialisation de la succession et de conflit entre Plantagenets et Angevins. Datant de l'Antiquité, la patrimonialisation désigne le principe de succession par le père qui partage souvent le royaume entre ses héritiers libres. Or, la dislocation de la dynastie carolingienne à la fin du IXe siècle a porté les souverains à préférer le principe de primogéniture sans qu'il s'affirme comme une évidence. Suite à cette fragmentation entre seigneurie et royaume, la nouvelle dynastie des Capétiens signe l'avènement des temps des principautés avec la patrimonialisation des honneurs princiers et l'émancipation des châtelains et vicomtes vis-à-vis des grands princes. Or, cette filiation se confronte aux pratiques gouvernementales qui varient selon les enjeux et les acteurs de la transmission. Les cas d'absence ou de minorité du successeur sont un moment de fragilité du pouvoir, ici entendu au sens de potestas et auctoritas, donc gloire et autorité. Le rôle du père biologique est alors accru par une définition juridique basée sur l'engendrement légitime d'enfants dans le mariage qui contraste avec la paternité romaine où seule la volonté d'homme à se constituer père comptait. Si une forme de primogéniture masculine émerge en lien avec la patrimonialisation de la fin du Xe siècle, l'accentuation des pratiques d'hypergamie existant avant cette date viennent renforcer le pouvoir des femmes. Se marier au-dessus de sa condition permet de gagner des honneurs, des droits sur des lieux et des personnes et des biens matériels dont la transmission se stabilise par le transfert des charges comtales, épiscopales et abbatiales, générant une perpétuation de la domination héréditaire. Les Plantagenets, famille française de la maison d'Anjou, prennent le trône d'Angleterre en 1133 et se scindent en deux groupes à la fin du XIVe siècle. Les Capétiens, eux, sont la troisième dynastie à régner sur le royaume de France, après les Mérovingiens et les Carolingiens. Souverain à l'origine du nom dynastique, Hugues Capet ouvre le volet d'un règne en ligne directe de 987 à 1328. Le duché de Bretagne apparaît dans le contexte troublé des tentatives d'installation régionale des Vikings. Après 950, il reste entre les mains des dynasties bretonnes de diverses maisons qui se disputent le pouvoir ducal jusqu'à ce qu'en 1166, la Bretagne intègre l'Empire Plantagenet et moins de 50 ans après, l'orbite des rois de France. Aujourd'hui, nous allons aborder cette transition du pouvoir dynastique anglais à la maison capétienne à travers ses enjeux et ses modalités dans lesquelles le mariage joue un rôle crucial. Nous nous concentrerons ainsi sur la période de 1166 à 1213. Pour ce faire, notre présentation s'appuiera essentiellement sur le corpus des actes émis par Constance, édité par Michel Jones et Judith Everard en 1999. Nous reprendrons aussi la comparaison scrupuleusement entreprise par Élodie Chaudet, la duchesse Constance de Bretagne et le gouvernement en héritage à la fin du XIIe siècle, entre les 77 chartes de la duchesse et celles émises par d'autres ducs et duchesses de Bretagne, prédécesseurs, contemporains et successeurs, permettant de lire le pouvoir ducal de Constance comme un élément à la fois singulier, mais aussi inscrit dans une évolution tendancielle des pratiques gouvernementales. En 1148, Conan III meurt, ouvrant la voie à une crise de succession. Ayant déshérité son fils Hoël, le défunt avait en effet donné le pouvoir à Berthe, alors épouse d'Alain le Noir,
comte de Richemont, avec qui elle avait eu Constance et Conan. Héritier légitime, ce dernier voit pourtant son pouvoir refusé en 1154 par Eudon de Porée, le nouveau mari de sa mère. Conan s'allie à Owen pour se révolter contre son beau-père, mais ils sont battus. Conan se réfugie alors en Angleterre auprès d'Henri de Plantagenet, nouvellement élu roi, qui lui confère en 1156 la possession du titre et de l'honneur de Richemont hérité de son père. Conan IV est alors duc de Bretagne, tandis qu'Owen dirige le comté de Nantes, jusqu'à ce que les habitants le chassent pour appeler Geoffroy, frère d'Henri II. Ce dernier lui succède très vite en se déclarant héritier. Le roi anglais considère en effet la Bretagne comme un élément de son héritage à rétablir et à garder, selon Jean Le Platourel, au nom de la très traditionnelle subordination des ducs de Bretagne aux ducs de Normandie. L'intervention brutale d'Henri II provoque des révoltes successives de beaucoup de ses vassaux. Pour mieux contrôler le duché, Henri II prévoit en 1166 de marier son fils Geoffroy avec l'héritière Constance, fille de Conan IV, permettant l'intégration de la Bretagne à l'espace plantagenet alors davantage cohérent et sécurisé, en formant un bloc à l'ouest du royaume. Henri II administre en tant que gardien du duché jusqu'à la majorité des fiancés, pendant que Conan IV conserve son autorité sur l'honneur de Richemont. Le gouvernement indirect du roi anglais est paradoxalement un moment clé dans l'unification de la Bretagne, puisqu'il y installe une réelle administration princière, en précisant les rôles des officiers ducaux, structurant la chancellerie et créant l'office de sénéchal de Bretagne. En 1171, le père de Constance, Conan IV, meurt, et 10 ans après a lieu le mariage entre Constance et Geoffroy. Fils du roi d'Angleterre, duc de Normandie et comte d'Anjou, Henri de Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, le nouveau duc de Bretagne réunit alors les deux branches des Plantagenets et devient duc de Bretagne au nom de sa fiancée, Constance de Bretagne. C'est en tant qu'époux de l'héritière bretonne du duché que Geoffroy détient le pouvoir ducal et est reconnu et soutenu par les grands seigneurs. Attaché à leur particularisme territorial, il voit en Constance une garantie de respect malgré l'appartenance de l'honneur de Richemont par Henri II et donc du duché à l'Empire plantagenet. La fille de Conan IV prend d'ailleurs le titre féminisé de Duchessa et Comitissa, lesquels apparaissent dans plus de la majorité de ses chartes. Constance profite alors de la féminisation engendrée par le mariage hypergamique des femmes qui se pratiquent au Moyen-Âge, les protégeant par la conservation du rang social. L'honneur est alors conçu comme un bien privé patrimonial, conférant des prérogatives aux femmes. Elle est aussi reconnue comme la domina de ses vassaux. Geoffroy ne peut donc écarter son épouse du gouvernement, comme le prouve cette charte qui émane de Constance à cette époque. C'est aussi sa politique de gouvernement, entre autres basée sur une volonté d'indépendance en tant que seigneur de Bretagne et une acculturation aux pratiques ducales locales qui voit à Geoffroy une intégration par les barons. Ces derniers sont de plus favorables à l'indivisibilité successorale que codifie le comte de Bretagne par l'ordonnance féodale, l'assise au comte Geoffroy, qu'il fit rédiger en 1185 par une assemblée de juristes. Favorisant ainsi la transmission des terres au fils aîné, cette mesure, bien que non contraignante, a été largement adoptée par la noblesse bretonne, renforçant l'autorité ducale et consolidant l'organisation féodale en Bretagne. Mais l'année suivante, son décès causé par une fièvre ou un tournoi lors de sa présence à la cour de Philippe Auguste, roi de France, où il s'était réfugié après s'être rebellé contre son père, le roi Henri II, remet en cause la continuité du pouvoir et revigore les rivalités royales entre les pluralités de légitimation de succession féodale. Geoffroy laisse en effet deux jeunes filles, Aliénor et Mathilde, ainsi que son épouse, Constance, qui met au monde leur fils l'année suivante. Le temps que le petit Arthur soit en âge d'hériter du duché, c'est sa mère qui règne. Un pouvoir féminin quelque peu inédit au Moyen-Âge où la gouvernance d'une famille, d'un duché ou encore d'un royaume est traditionnellement assurée par un homme. Quelle légitimité a-t-elle pour faire reconnaître son autorité? Celle de la veuve d'un duc, de la fille d'un duc aussi défunt ou de la mère d'un futur duc? La rédaction individuelle de Constance, pourtant entourée de conseillers, prouve un exercice de sa pleine autorité ducale. Le nombre important de ses publications, 77, s'inscrit dans la hausse tendancielle des actes au cours du temps. Deux lieux d'émission sont privilégiés, Nantes et Rennes, dont émanent 10 et 6 chartes.
La duchesse pratique donc une itinérance du pouvoir, autre signe de son autorité ducale. Les 22 objets montrent une diversité d'activités, mais surtout la confirmation, 28 chartes, et l'octroi, 25. Constance apparaît ainsi comme la domina d'un réseau de seigneurs, dont elle consolide le lien féodo-vassalique, lui donnant un appui politique. C'est aussi une donatrice pour les vieilles abbayes bénédictines associées à la dynastie ducale. La duchesse observe en effet ses devoirs féminins liés au sacré dans le prolongement de la réforme grégorienne qui a aligné les comportements sociaux sur les idéaux chrétiens et ecclésiaux comme la charité, la pénitence, etc. Le moine limousin Adhémar de Chabannes promeut par exemple la figure du prince pieux et réformateur dans sa chronique glorifiante de Guillaume V d'Aquitaine en 1130. Les 6 chartes de foi soulignent justement le rôle pieux de Constance, un chiffre relativement élevé comparé aux autres gouvernants de Bretagne. Parmi elles, la charte 38 illustre la pluralité des niveaux de filiation des destinataires en ce qu'elle fait état de la cession de l'île de Brême à l'abbaye de Buzet pour la célébration de son anniversaire, ceux de son père et de son mari, également pour que les moines prient pour la postérité de son fils Arthur. Responsable du salut de l'âme depuis les premiers temps du christianisme, la veuve doit en effet entretenir la mémoire de son époux, lequel concerne 5 de ses chartes. Et c'est aussi en tant que mère chargée de l'éducation et du salut de ses enfants qu'Arthur et sont les bénéficiaires de 3 chartes. Le père Conan IV, autre bénéficiaire spirituel, est systématiquement associé à Constance et Geoffroy, afin d'affirmer la transmission linéaire du pouvoir. Les exigences gouvernantes reliées à son statut de femme sont donc plus un support plutôt qu'un frein à l'affirmation de l'autorité ducale de Constance. Franck Bouscaut rappelle qu'entre le XIIe et le XIVe siècle, le duché de Bretagne se transmettait à un fief et que les femmes et les enfants ne sont pas exclus de la transmission. Ces documents, comme la charte 14, témoignent que Constance gouverne en tant que duchesse de Bretagne, comtesse de Richemont et fille du duc Conan IV. C'est cette filiation au père qui est source du pouvoir breton, puisque Geoffroy était d'origine étrangère et Arthur n'est pas encore associé au pouvoir politique. Pourtant, le statut d'héritière bretonne n'est jamais explicité. Peut-être Constance n'a pas jugé cela nécessaire de justifier sa place de détentrice de l'autorité ducale par la triple légitimité de filiation, celle du père, de l'époux et du fils qu'elle détient. 2 chartes concernent par exemple des donateurs que Conan IV avait dotés d'octroi, dont Constance hérite donc. Les œuvres pieuses en sa mémoire montrent par ailleurs la reconnaissance de l'autorité ducale de Constance, de son vivant et a posteriori, l'intégrant dans une chronologie que la succession construit. La duchesse est aussi à la tête d'une hiérarchie d'officiers qu'elle nomme via les chartes, comme le montre la charte numéro 26. La politique étrangère reste toutefois contrainte à la vision du roi anglais, sous peine de déclencher un conflit ouvert avec le Plantagenet. L'acceptation de la gouvernance pleine et entière de Constance, malgré son sexe et les troubles politiques, vient donc de son origine bretonne et de sa légitimité. Entre 1187 et 1189, la duchesse œuvre de façon à ne pas subir d'intrusion de ses rois, notamment dans la garde de l'héritier. Elle maintient par exemple les officiers placés par les Plantagenets. Alors qu'Henri II a réuni la moitié du royaume de France sous son autorité directe ou indirecte comme la Bretagne, Philippe Auguste, roi de France, tente lui de reprendre possession d'espaces qui lui échappent. Or, il y a des différences à souligner entre la stratégie de Constance et la pratique qui révèle un gouvernement d'intérim. Arthur est en effet au cœur de la conception que Constance a de son gouvernement. Amaury Chauhou avance que le nom même est choisi pour la légitimité à l'avènement au trône que confère la légende arthurienne. Le seigneur breton Arthur aurait organisé la défense des peuples celtes, des îles britanniques et de Bretagne armoricaine face aux envahisseurs germaniques à la fin du 5e siècle. Le prénom d'Arthur ne se conforme donc pas au patrimoine ducal breton du Moyen-Âge central, comme le souligne Élodie Chollet, mais connote une valeur symbolique mythique reconnue par les Bretons, celle du combat pour l'indépendance bretonne. Annie Livington montre ainsi que la parenté et les honneurs sont utilisés par Constance comme mode de légitimation du pouvoir.
Elle assure par là un lien dynastique jusqu'à ce que son fils soit en âge de gouverner, puisqu'en 1200, il semble qu'elle se retire de la vie politique. Or, le statut de régence n'est jamais évoqué. Ce mythe du roi Arthur illustre aussi l'épanouissement dans toute l'Europe d'une culture vernaculaire et courtoise française qui, avec les mariages, donc ici entre bretons et anglais, participe à une acculturation cruciale, comme on l'a vu, pour l'acceptation du pouvoir par les communautés locales. En 1189, le roi Henri II d'Angleterre meurt. C'est son fils, Richard Cœur de Lion, qui prend ainsi la couronne. Le nouveau roi d'Angleterre fait face à un défi, celui d'affirmer son autorité sur tout l'empire plantagenet. Le duché de Bretagne, dirigé par Constance, bien que sous influence plantagenet, reste une épine plantée dans son pied. Son père, à Richard Cœur de Lion, avait avant de mourir justement marié Constance de Bretagne avec un puissant baron anglais, Ranulph de Blondeville, en 1188, cela dans l'objectif d'assurer son contrôle sur le duché. La chronique de Roger de Hoveden, un clerc anglais proche de la cour des Plantagenets et plus particulièrement de la chancellerie, constitue une source importante et contemporaine de ce mariage. Dans ses écrits, il souligne le caractère stratégique et politique de ce mariage, mais comme le souligne l'historien John Gillingham, il n'interroge pas le consentement de la duchesse. Gillingham décrit les écrits d'Hoveden comme reproduisant sans distance critique la vision royale plantagenet. D'autres historiens traitent également de ce passage de la chronique et sont unanimes sur l'omission que l'auteur fait quant aux conséquences du mariage au sein du duché de Bretagne. Michael John met également en évidence que les sources locales, à savoir les chartes bretonnes, ne reconnaissent jamais pleinement Ranulph comme le duc de Bretagne. Il est à retenir que cette union est vue comme une imposition stratégique par la monarchie anglaise. La chronique de Roger de Hoveden est une source utile mais partiale qui ne donne pas la mesure des résistances locales et de l'autonomie politique de Constance. Ainsi, les historiens interprètent ce mariage comme un échec politique qui accentue la crise entre la Bretagne et le pouvoir plantagenet, à l'inverse des intentions initiales souhaitées. En 1196, Richard Cœur de Lion tente de reprendre le contrôle de la Bretagne en voulant soustraire Arthur, le fils de Constance, également héritier de la couronne, à l'influence de sa mère. La duchesse, jugée trop proche de la cour capétienne, est enlevée par son propre mari, Ranulph de Blondeville, probablement sans l'aval du roi, pour l'écarter du pouvoir. L'enlèvement provoque une révolte des barons bretons, soutenue par la cour de France. Richard Cœur de Lion est également contraint d'intervenir militairement. En 1197, les forces bretonnes battent les troupes anglaises à Carré, renforçant la position de Constance et permettant sa libération. Cet épisode explique les volontés de Constance de Bretagne de se défaire de son mariage avec Ranulph. Elle réussit à obtenir le divorce. Précision tout de même, le divorce ne se fait pas dans le sens moderne, mais sous une forme de nullité du mariage, validée par l'Église. L'historien Michael John commente brièvement cette séparation qui serait probablement issue d'une décision canonique du pape Innocent III. Les sources de l'époque sont en effet très discrètes sur le sujet. On suppose que les raisons évoquées dans la demande de nullité de l'union par Constance reposent sur l'absence de consentement. En effet, la réforme grégorienne redéfinit le sens du mariage qui doit se faire par amour et nécessiter ainsi le consentement réciproque des deux époux. Une fois obtenue la nullité de son union avec Ranulph, Constance de Bretagne se remarie dès 1196 avec Guy de Thouars. Ce mariage est notamment décrit dans le livre 6 de la Philippidos, une chronique tenue par Guillaume le Breton. Clerc et chroniqueur dans la cour de Philippe Auguste, Guillaume le Breton est un auteur engagé, au service de la monarchie capétienne. Il mêle narration historique et glorification du roi, tout en commentant les grands événements du temps, notamment les relations avec la Bretagne. Selon l'auteur, ce mariage est voulu par Philippe, roi de France, pour neutraliser l'influence anglaise sur la Bretagne. Guy de Thouars est présenté comme un vassal fidèle et Constance est montrée comme une alliée volontaire de la France. Des historiens comme Judith Everard et Michael John, spécialistes de la Bretagne médiévale, s'accordent à dire que le récit de Guillaume le Breton dans la Philippidos est une source précieuse mais orientée qui doit être lue avec du recul. L'auteur présente ainsi Philippe Auguste comme le garant de la stabilité du duché, alors que dans les faits, Constance elle-même et les barons bretons ont sans doute joué un rôle plus actif dans le choix de Guy, comme le souligne Judith Everard
dans son ouvrage Brittany and the Undine. Guillaume le Breton idéalise ainsi la figure du roi de France. En outre, Guillaume insiste sur la fidélité de Guy à Philippe Auguste, ce qui confirme l'interprétation des historiens. Le mariage est vu comme un outil pour ancrer la Bretagne dans l'orbite française. Michael John, dans The Creation of Brittany, nuance. Le mariage n'est pas uniquement un coup politique français, mais aussi un choix stratégique breton, après l'échec du mariage avec Ranulf. Le passage dans la Philippidos sur le mariage de Constance et Guy de Thouars est une illustration éloquente de la propagande royale capétienne. Les historiens modernes reconnaissent sa valeur en tant que témoignage historique, tout en rappelant que le récit occulte les dynamiques locales et la complexité des choix politiques de la noblesse bretonne ainsi que de Constance. En 1199, Richard Cœur de Lion meurt. Sa mort provoque une guerre de succession entre Arthur et Jean sans Peur, qui se conclut finalement en 1200 avec la paix de Goulet. Cette paix accorde à Jean sans Terre la couronne d'Angleterre et reconnaît sa suzeraineté sur la Bretagne, qui est reconnue comme son vassal par le roi de France. Peu de temps après, Constance de Bretagne décède à son tour en 1201. La question de la succession du duché de Bretagne se pose alors, dans un contexte tendu entre Plantagenets et Capétiens. Cette question est notamment soulevée par une charte de Philippe Auguste un peu avant la mort de Constance en 1201. Ce document révèle que Philippe Auguste, dès 1201, a pris la mesure de la situation et a acté la succession à titre préventif avant la mort de Constance. Ce n'était pas une simple reconnaissance des droits de l'héritière Alix de Thouars sur le duché de Bretagne, mais une confirmation politique afin de protéger les intérêts français dans le duché. L'historien Jean Favier, dans son ouvrage Philippe Auguste, le roi qui a transformé la France, parle également d'une volonté du roi de France de s'éloigner d'Arthur, qui anime une grande ambition sur la couronne anglaise malgré sa défaite précédente. Par là, Philippe Auguste préfère éviter une trop forte montée en puissance d'Arthur, ainsi qu'une guerre ouverte avec Jean sans Terre. Après la mort de Constance de Bretagne, le duché échoit effectivement à Alice, dont la minorité fait de Guy de Thouars le régent. Une guerre de succession s'ensuit entre Guy de Thouars, soutenu par Jean sans Terre, et Philippe Auguste, ainsi qu'Arthur Plantagenet, soutenu en partie par la noblesse bretonne. La guerre se conclut par l'assassinat en 1203 d'Arthur par Jean sans Terre. S'ensuivra une révolte générale des nobles continentaux de l'Empire Plantagenet, indignés de l'assassinat qui permettra au roi de France de récupérer la Normandie, l'Anjou et une grande partie du duché d'Aquitaine, profitant ainsi de la rébellion générale contre Jean sans Terre. Pour conclure, le duché de Bretagne était au cœur des rivalités entre les Plantagenets et Capétiens. Constance de Bretagne a centré sa politique sur la recherche de l'équilibre entre les deux sphères d'influence pour garantir l'autonomie de son duché. Sa gouvernance est effective. Les sources ne présentent aucune contestation à son pouvoir et aucune mention n'est faite d'un débat autour du détenteur du pouvoir en Bretagne suite au décès de Geoffroy. Diverses logiques matrimoniales ont été mises en place par les divers protagonistes pour asseoir leur domination sur la Bretagne. Affaiblie en partie du fait de son sexe, Constance de Bretagne a également eu progressivement son mot à dire dans ses unions. Divorçant et se remariant, elle s'approprie finalement l'institution du mariage comme une source de son pouvoir. La question bretonne se conclut en outre également par un mariage. Celui de la jeune duchesse Alice de Thouars avec Pierre Morance de Dreux, gendre du roi de France Philippe Auguste, qui acte définitivement le passage sous influence capétienne de la Bretagne, marquant donc l'échec plantagenet dans son conservation en 1213.